J'ai grandi dans une région tropicale de l'Inde, très chaude et humide pendant les mois d'été. J'avais environ 21 ans et je vivais avec mes parents jusqu'à mon départ pour mes études supérieures. C'était un appartement de 2 chambres, avec un balcon donnant sur un grand arbre qui avait toujours l'air effrayant la nuit, mais je n'en avais jamais peur. J'avais passé toute mon enfance à jouer autour de cet arbre. L'appartement avait une chambre principale où dormaient mes parents et une autre grande chambre, celle qui donnait sur le balcon, que je partageais avec mes frères et sœurs jusqu'à mon départ. Je donnais des cours particuliers le soir pour gagner un peu d'argent. Un soir, je suis rentré de la fac. Avant de partir pour mes cours, j'ai décidé de faire une petite sieste. Il faisait très chaud, alors j'ai éteint les lumières, laissé la porte et les fenêtres ouvertes pour laisser entrer un peu d'air frais. Ma mère était dans sa chambre, de l'autre côté du salon. Je me suis allongé par terre parce que la surface fraîche était agréable. Je faisais face au mur. Après quelques minutes, j'ai senti quelqu'un venir s'allonger juste à côté de moi, très près. Mais j'étais presque endormi et j'ai pensé que c'était peut-être l'un de mes frères ou sœurs qui venait se reposer aussi. Je pouvais sentir ce quelqu'un poser son bras sur moi et se détendre. Au bout d'un moment, ma mère m'a appelé pour vérifier si je partais bientôt donner mes cours. Je me suis retourné et il n'y avait personne. Personne du tout dans la pièce. J'étais seule dans cette pièce sombre. J'ai demandé à ma mère si quelqu'un était rentré à la maison, mais elle m'a dit non, il n'y a que toi et moi. J'étais choquée, mais je ne lui ai rien dit. Quelques mois plus tard, nous avons installé une nouvelle clim dans la chambre de mes parents. Il faisait tellement chaud que tout le monde a décidé de dormir ensemble dans leur chambre. On a mis un matelas par terre, fermé la porte et on s'est endormi. La chambre de mes parents avait toujours une petite lumière verte allumée la nuit. Soudain, au milieu de la nuit, mon père a allumé toutes les lumières et s'est mis à chercher quelque chose. J'ai le sommeil léger, donc je me suis réveillée. Je lui ai demandé ce qui se passait. Il m'a dit que ma mère avait vu quelqu'un entrer dans la maison. On a tout vérifié, mais il n'y avait personne. Le lendemain matin, j'ai demandé à ma mère ce qui s'était passé. Elle m'a dit que quelqu'un était assis au bout de son lit, juste à côté de moi, et pleurait. Ma mère s'est réveillée à cause de ses pleurs et a regardé. Sous la lumière verte, elle a vu une silhouette sombre, la tête baissée, en train de sangloter. Pensant que c'était moi, elle lui a demandé ce qui n'allait pas. Les pleurs se sont arrêtés, la silhouette s'est levée et est partie vers le salon. Ma mère a cru que quelqu'un était entré dans la maison et a réveillé mon père pour vérifier. À ce jour, nous ne savons pas qui c'était, mais j'ai toujours senti une présence non humaine. Je suis presque sûre que c'est la même entité que celle que j'ai rencontrée pendant ma sieste. Elle ne nous a jamais fait de mal, mais elle était là, vivant avec nous. J'ai travaillé dans un foyer pour enfants présentant des troubles de comportement. C'était une immense demeure victorienne de 150 ans, utilisée depuis les années 1960 pour accueillir des enfants en difficulté. Le centre avait un passé sombre, mais c'était devenu un endroit formidable lorsque j'ai commencé à y travailler en 2009, alors que je terminais mon master en psychologie. La plupart des enfants souffraient à la fois de traumatismes graves et de troubles mentaux, comportementaux. Je travaillais généralement de jour, mais il m'arrivait de faire des gardes de nuit et je devais vérifier les lits tous les 15 minutes. J'ai remarqué que je trouvais toujours un des enfants endormi par terre, parfois même sous le lit. Je le remettais dans son lit, puis je revenais le retrouver par terre. Je pensais que c'était lié à un traumatisme. Il avait vécu de nombreux traumatismes et avait souvent des comportements étranges. Je n'ai rien dit pour ne pas l'inquiéter, jusqu'à cette nuit où j'ai eu l'impression qu'on le tirait hors du lit et qu'on l'entraînait à moitié sous le matelas. Il prenait de lourds médicaments et semblait dormir profondément. Quand je suis allé le remettre dans son lit, j'ai eu la chair de poule et j'ai fini par le tirer du sol car il ne se levait pas immédiatement. J'étais inexplicablement paniqué. N'ayant toujours pas vraiment de soupçons, ce gamin était un peu bizarre de nature et faisait constamment ce genre de choses, j'ai décidé de lui en parler car j'en avais marre de soulever tous les soirs ce gamin de 60 kilos, plus lourd que moi. Le lendemain, je lui ai demandé, l'air de rien, pourquoi il dormait toujours par terre sans pour autant suggérer ou même soupçonner quoi que ce soit de paranormal. Il a alors eu un regard étrange, presque effrayé, puis a dit tranquillement « Ah, c'est la chose sombre, elle vit sous mon lit. » À ce moment-là, je pensais encore qu'il s'agissait d'une forme codée d'expression d'un traumatisme, mais ne voulant pas minimiser son expérience, j'ai fait semblant de dire « Ça ne va pas du tout, débarrassons-nous-en. » J'avais un rituel pour chasser les monstres des placards. Je luttais avec le monstre imaginaire, puis je le mettais à la porte en lui disant de ne plus jamais revenir. Il le savait, il est devenu très sérieux et a dit « Je ne pense pas que ce que tu fais va marcher, tu devrais aussi faire des prières ou quelque chose comme ça. »
Ce commentaire était vraiment étrange, mais voulant qu'il croie vraiment que le monstre était parti, je suis allé chercher la Bible de la maison et une salière. Nous avons récité quelques prières de notre Père et une prière de bannissement que j'avais trouvée en ligne, puis j'ai saupoudré du sel autour du lit. J'ai ensuite refait mon rituel, j'ai fait semblant de lutter avec le monstre, j'ai ouvert la fenêtre et je l'ai chassé. Le gamin s'est visiblement illuminé et a dit « Il est parti ». Je suis rentré chez moi, ayant complètement oublié mon bannissement, et je me suis couché. Vers 3 heures du matin, j'ai été réveillé par les sifflements et les miaulements de mon chat à côté de moi. J'ai essayé de me redresser, mais impossible. J'ai senti comme des griffes dans mes cheveux et ma tête était coincée derrière le lit, entre le matelas et la tête de lit. Complètement déboussolé, j'ai soudain compris. C'est peut-être à cause de l'obscurité. J'ai murmuré un autre père et d'un coup, mon chat s'est mis à me griffer violemment la tête, là où je sentais encore ses griffes. Une lumière vive a jailli. J'ai senti les griffes se retirer et mon chat s'est calmé. Je souffre de paralysie du sommeil et j'ai toujours considéré cette histoire comme un simple épisode étrange de paralysie du sommeil de plus, mais je n'ai jamais vraiment réussi à me débarrasser de cette sensation glaciale que j'ai eue cette nuit-là, comme si quelque chose me haïssait et voulait me détruire. Et l'enfant, il n'a plus jamais été retrouvé sur le sol. L'un de mes premiers emplois a été dans la vente au détail, dans un magasin de sport au tout début des années 1970. J'y ai noué de nombreuses amitiés, plus ou moins fortes avec d'autres employés et parfois des clients. Durant l'été, j'étais responsable du rayon camping. À l'époque, notre rapport à la clientèle était très différent. Nous n'étions pas de simples vendeurs, mais de véritables conseillers. Nous étions à l'écoute de nos clients, connaissions parfaitement nos produits et répondions à leurs besoins. J'ai sympathisé avec un client venu acheter une tente, impressionné par mes connaissances. Il a reconnu mon éloquence et a admiré mon enthousiasme à conclure la vente. Très vite, nous avons commencé à échanger des anecdotes pendant un moment de détente et sommes devenus de bons amis. Durant l'été, lorsque ses études universitaires étaient suspendues, il complétait ses revenus en travaillant comme guide touristique dans le parc Algonquin, dans le nord de l'Ontario. Il organisait des excursions en canoë pour lesquelles on recherchait des personnes compétentes en la matière, notamment pour la randonnée et le portage, et ce pour de longues périodes allant parfois jusqu'à 1 mois. Son expertise était très recherchée. Pendant les 2 années suivantes, nous passions nos week-ends ensemble dans le parc Algonquin à explorer en canoë des endroits reculés de cette immense forêt. Il m'a appris l'importance de suspendre sa nourriture en hauteur dans les arbres pour éviter les rencontres avec les ours bruns et autres animaux sauvages. Je me sentais toujours en sécurité à ses côtés et je le considérais comme un véritable mentor dans de nombreux aspects de ma vie. J'ai insisté pour faire l'effort de passer 2 semaines là-bas en mode intensif. Je voulais vraiment savoir ce que ça faisait d'être forcé de repousser ses limites. Enfin, le moment tant attendu arriva avec la partie la plus intéressante de cette longue histoire. Après plusieurs jours de voyage et de portage, nous avions parcouru au moins 30 km dans le parc avant de mettre le canoë à l'eau. Je rêvais de camper une nuit dans un endroit désert, isolé et unique, et en fin de journée, nous avons choisi une île nichée au cœur d'un lac, avec un seul emplacement de camping. Nous avons débarqué et commencé à déballer nos affaires, à monter notre tente, à préparer le dîner sur un feu de bois et à profiter de la fraîcheur du soir tandis que le soleil commençait à disparaître. Ce jour-là, nous n'avions croisé qu'un seul canoë. Nous nous sentions complètement coupés du monde extérieur, avec une certaine émotion, comme l'avaient vécu les pionniers un siècle auparavant. Nous venions de terminer de dîner lorsque nous avons entendu un bruit qui nous semblait familier. Nous avons d'abord pensé qu'il s'agissait d'un ours, car nous entendions des branches craquer, comme si un bulldozer creusait un nouveau passage dans la forêt dense. Mais nous avons vite compris que ces sons distincts n'avaient rien à voir avec ceux d'un ours. Nous étions campés au centre de l'île, et l'impossible se produisait. Nous avons entendu la charge d'un animal partant d'une extrémité de l'île et se frayant un chemin vers nous dans un cri primal assourdissant. Puis l'acoustique a indiqué qu'il avait traversé l'île de l'extrême droite à l'extrême gauche en l'espace de 10 secondes. C'était impossible. La végétation, les sous-bois, étaient si denses qu'il aurait à peine pu parcourir 3 mètres en si peu de temps. Un cri strident retentit de notre oreille gauche à notre oreille droite en quelques secondes. Désemparé, je me tournai vers mon mentor, abasourdi. Sa peau était livide et je n'avais jamais vu une telle peur sur un visage. Il m'a regardé et a dit « Il faut qu'on quitte cette île tout de suite ».
on s'est précipité vers le canoë et dans une frénésie quasi vitale, on a pagayé jusqu'à une centaine de mètres de l'île. Pendant les 15 minutes qui suivirent, on est resté assis au large, tandis que ceux qui se trouvaient là semblaient se déplacer en quelques secondes d'un bout à l'autre de l'île, en hurlant et en grognant, puis tout s'arrêta. C'est à contre-cœur que nous avons regagné notre emplacement de camping en canoë. Hésitant, nous avons quitté le canoë et sommes retournés à notre tente à pied. Finalement, nous avons décidé de rester et il n'y a rien eu d'autre durant la nuit. Mon ami est tombé dans l'alcoolisme il y a une dizaine d'années, mais avant que nous ne perdions contact et que je ne quitte le Canada pour les États-Unis, nous repensions à cet événement comme s'il s'était produit la veille, sans aucune explication, et nous ressentions une peur comme si elle ne nous avait jamais quittés. Il y a quelques semaines, ma fille de 2 ans qui parle très bien était près de l'escalier de notre maison. Nous habitons ici depuis 1 an et demi maintenant. Elle a dit « Maman, il y a un monstre dans l'escalier ». Elle ne pleurait pas, elle s'exclamait simplement, mais j'étais choquée. Je lui ai demandé comment elle savait ce qu'était un monstre, mais elle était trop distraite, comme tous les petits, pour me répondre. Je n'ai rien fait d'autre, je l'ai juste distraite avec autre chose et j'ai continué. J'espérais que ce n'était qu'un incident isolé. Tous les 2 ou 3 jours, elle descendait au rez-de-chaussée, dans le salon près de l'escalier, et accourait vers moi en me disant qu'il y avait un fantôme. Elle ne pleurait jamais et n'était jamais bouleversée. Elle venait juste me le raconter. Je n'osais pas lui en demander plus, surtout parce que j'étais terrifiée et que j'aurais préféré mourir si j'avais su la vérité. Après la 4e ou 5e fois qu'elle a fait ça, la semaine dernière, elle est venue me voir en pleurant, disant qu'il y avait un fantôme. Elle ne voulait pas que je la pose, et je l'ai juste calmée sans savoir quoi faire. Je n'ai pas insisté, mais une vingtaine de minutes plus tard, assise sur le canapé du salon, elle s'est tournée vers moi et m'a dit « Maman, c'est un gentil fantôme ». Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? C'est ce jour-là que j'ai commencé à m'inquiéter. Il y a forcément eu quelque chose qui l'a effrayée, puis qui l'a convaincue de ne plus avoir peur. C'est devenu presque quotidien, au moins une fois par jour. Elle parle d'un fantôme. Aujourd'hui, on est dans sa chambre à l'étage et elle me dit qu'il y a un fantôme. Puis elle ajoute « Il a couru super vite. Oh là là, je suis terrifiée. » Je m'étais dit que j'allais ignorer ça jusqu'à ce qu'elle arrête d'en parler. Mais je suis seule la plupart du temps avec mon enfant à la maison, surtout la nuit à cause de mes horaires de travail, et maintenant je suis inquiète. J'avais une grand-mère très proche qui est décédée avant la naissance de ma fille, mais je ne pense pas que ce soit elle, compte tenu de ce que tout mon enfant a mentionné. Je n'ai jamais rien remarqué d'anormal ici. Et j'ai un chien qui n'a jamais été effrayé. Ma maison a été construite en 1978, elle n'est donc pas si vieille. Je me disais que je devrais peut-être emmener ma fille au parc et lui en parler. Je veux lui dire que si elle voit des fantômes, elle doit leur dire « Partez, vous n'êtes pas les bienvenus ici ». Ensuite, je suppose que je dois affronter mes propres peurs, et quand elle me dira à la maison qu'elle a vu quelque chose, je devrais le lui répéter pour renforcer ce réflexe. Je me demande aussi si je devrais lui montrer une photo de ma grand-mère, pour voir si elle la reconnaît, juste pour vérifier. Et j'ai l'impression d'être au début d'un film d'horreur. Je voudrais tellement m'en sortir indemne avec mon enfant. Si je fais comme si de rien n'était, j'ai peur que ça empire. Nous avons un nouveau-né et avec les fortes chaleurs de ces derniers jours, nous essayons de maintenir la température de la chambre aussi basse que possible. Il y a quelques nuits, il faisait particulièrement chaud. Bébé était au lit, ma femme dormait et mon autre fils a même décidé de venir se blottir dans notre lit. En bon père attentionné et attiré par l'idée d'une bonne nuit de sommeil, j'ai décidé de dormir sur le canapé. Je faisais un rêve dont je ne me souviens plus du contenu, mais je me rappelle d'une énorme masse noire qui s'approchait de moi. J'ai eu tellement peur que je me suis réveillée. Le plus terrifiant, c'est qu'à mon réveil, cette même masse noire se tenait au-dessus de moi, juste à côté du canapé. Je ne suis pas du genre à crier, mais j'ai poussé un hurlement de terreur bien audible, pas assez fort pour déranger ma famille, mais suffisamment pour que je sache que j'étais bel et bien réveillée. Quelle que soit cette masse, elle s'est rapidement déplacée vers le couloir. Et je sais qu'à ce moment-là, on pourrait dire que c'était juste dans ma tête parce que je venais de me réveiller, mais en se dirigeant vers le couloir, elle a renversé un des jouets des enfants, un autre signe que j'étais bien réveillée. Elle a disparu. Je me suis levée un instant pour aller aux toilettes, puis je me suis assis quelques instants avant de me rendormir.
J'étais terrifiée quand la masse était à côté de moi, mais un calme étrange s'est installé une fois qu'elle a disparu. Aucune peur, juste un moment de sérénité. Je ne sais pas ce que c'était, mais quand mon fils était petit, il parlait d'une ombre qui essayait de l'attraper. C'est cette ombre qui a commencé à le faire dormir dans notre lit. Il n'y avait qu'une seule ombre qui essayait de l'attraper, les autres le protégeaient. Ma femme et moi entendions aussi des bruits de pas, et des objets disparaissaient et réapparaissaient à des endroits étranges. Je me demandais si quelque chose d'effrayant allait refaire surface avec l'arrivée du nouveau-né. Mon partenaire et moi sommes tous les deux des sceptiques par nature. J'adore regarder et lire des choses sur les cryptides, les extraterrestres, etc. Mais ça a toujours été sous l'angle du folklore. Je ne crois surtout pas aux esprits ou à la magie telle que le décrivent la plupart des systèmes ésotériques ou religieux. Donc je ne suis même pas sûre de croire à ma propre expérience. Un ami partait en voyage, alors j'ai organisé une soirée enquête façon meurtre mystérieux. J'ai écrit l'histoire, attribué les rôles et préparé les accessoires. Le jeu guidait mes amis à travers une série d'énigmes qu'ils devaient résoudre pour obtenir l'indice suivant. J'ai eu une idée brillante pour l'une des énigmes. J'ai acheté des aimants super puissants et commandé une simple planche Ouija sur Amazon. J'ai mis les aimants sous les lettres et sous la planchette pour que la planche révèle l'indice. Plutôt malin, non? La soirée a été un succès. Certains amis ont dormi sur place et le lendemain, tout le monde est parti. Je suis retourné à ma vie sans penser une seconde à quoi que ce soit lié à la planche Ouija. À un moment, après m'être endormi ce soir-là, je me suis réveillé allongé sur le dos, face au plafond. J'étais très fatigué et j'ai remarqué à quel point mes membres étaient lourds et lents. J'ai réalisé que je ne pouvais plus les bouger du tout. Je n'avais jamais eu de paralysie du sommeil auparavant, mais je savais ce que c'était. J'ai dit à mon cerveau que ce n'était que ça, que je connaissais les symptômes et que je savais très bien que les démons de paralysie du sommeil sont une explication rationnelle à beaucoup de croyances superstitieuses. Mais étant réellement figé dans mon lit, même en connaissant l'explication scientifique, je n'avais vraiment pas envie d'halluciner un démon. Et pendant que je réfléchissais à tout ça, c'est là que j'ai entendu des pas à côté de mon lit. C'était comme quelque chose marchant sur 2 pieds, faisant les 100 pas. Ça s'approchait de moi dans le lit, puis repartait. Les pas devenaient plus forts, puis plus faibles au fur et à mesure. Mon esprit rationnel et mon scepticisme commençaient à me lâcher. Je savais que c'était une hallucination auditive. Je savais que certaines parties de mon cerveau étaient réveillées, tandis que d'autres rêvaient encore. Tout ça est très rationnel et pouvait s'expliquer par des phénomènes naturels. À ce moment-là, les pas se sont rapprochés une dernière fois, se sont arrêtés et j'ai entendu une inspiration brusque. J'ai senti des lèvres souffler directement dans mon oreille. Le choc d'entendre ça si près et de sentir ce souffle dans mon oreille a suffi à briser la paralysie et à me projeter hors du lit sur mon partenaire. Il s'est réveillé confus et je lui ai dit que tout allait bien, qu'il pouvait se rendormir. Je lui raconterai le lendemain et un jour plus tard, il a vécu sa propre expérience. Ce n'est qu'à la fin de la semaine que j'ai trouvé étrange que nous ayons tous les deux eu notre première paralysie du sommeil à une nuit d'intervalle et je n'ai pas pu m'empêcher de me demander si le fait d'avoir utilisé cette planche Ouija comme simple accessoire dans mon jeu n'y était pas pour quelque chose. Mon fils avait 3 ans. J'allais à l'école et je travaillais à temps partiel. Oui, je l'ai eu jeune. Un matin, il s'est réveillé avec de la fièvre. Avant de partir, j'ai prévenu ma mère. Puis je suis parti pour une longue journée. Le lendemain, mon fils avait toujours de la fièvre, donc après l'école, pas de travail. Je suis allé lui acheter un médicament. Le 3e jour, j'ai appelé pour dire que j'étais malade au travail, afin d'emmener mon fils à l'hôpital. La fièvre ne dépassait pas 38 degrés, mais cela faisait 3 jours qu'il ne bougeait plus du lit, qu'il ne mangeait rien et le médicament ne faisait rien. À l'hôpital, nous avions un résident, un interne et une infirmière. Ils ont fait des radios, des analyses de sel, d'urine et une prise de sang. Ils ont appelé un spécialiste et au final, ils nous ont fait asseoir, moi et mon frère. Le résident, l'interne, 2 infirmières et le spécialiste nous ont dit « Nous ne savons pas ce que votre fils a. Ça nous est jamais arrivé auparavant. » Mon frère s'est levé avant qu'il continue. Je lui ai donné mon fils et il me dit qu'il va à la voiture. Il devait savoir ce qui allait se passer. Dès qu'il est sorti, j'ai explosé.
Le personnel médical a juste encaissé ma colère. Quand j'ai fini et que j'étais dans la voiture de mon frère, nous avons craqué tous les deux. J'avais peur d'appeler son père. Qu'est-ce que j'allais dire? J'étais dans ma chambre, en pleurs, allongée à côté de mon fils. Je pensais vraiment qu'il allait mourir. Soudain, ma mère a fait irruption dans ma chambre et elle m'a dit « Enveloppe-le et descends, puis elle est repartie. » J'ai enveloppé mon fils dans sa couverture et je l'ai suivi en bas. Mon cousin et sa femme vivaient dans l'appartement attenant. Je suis entrée et ma mère est venue vers moi. Elle m'a demandé « Tu crois que tu pourrais accepter ce qui va se passer ?» Je n'avais aucune idée de ce dont elle parlait. Tout ce que je voulais, c'était que mon fils guérisse. Elle a haussé les épaules et est partie. La femme de mon cousin a pris un verre, l'a rempli avec de l'eau et a pris un œuf. Elle m'a dit de la suivre. Je l'ai suivie dans la chambre et elle m'a dit de coucher mon fils sur le lit. Puis elle a commencé à parler dans une langue que je ne comprenais pas. J'ai simplement hoché la tête et je l'ai regardé passer l'œuf sur tout le corps de mon fils en murmurant peut-être une prière, un chant, je ne sais pas. Elle m'a dit de le retourner et à recommencer. Puis elle m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Je vais casser cet œuf dans le verre d'eau. S'il bout, on a attrapé la fièvre. S'il ne fait rien, il faudra faire autre chose. Mais s'il devient noir, alors on a un problème. À ce moment-là, j'ai prié pour qu'il bout. Et devinez quoi? Il a littéralement cuit dans le verre d'eau. Elle avait l'air fière. Moi, j'essayais juste d'atteindre mon fils. Elle m'a dit, laisse-le venir vers toi. Je me suis tenue au-dessus du lit, priant pour qu'il se lève. Mon fils a bondi du lit. J'étais sous le choc. Ma main s'est envolée vers ma bouche. Ma mâchoire s'est ouverte. Je suis tombée dans une chaise derrière moi. Mon fils a sauté du lit et est venu vers moi. J'étais toujours figée, bouche ouverte, main sur la bouche, yeux grands ouverts, pendant qu'il grimpait sur moi. Il m'a serré dans ses bras. Ce jour-là, j'ai commencé à lire sur l'occulte et la médecine n'était plus ma priorité. J'allais à l'école pour devenir facturière médicale. Je pensais que mon fils allait mourir. Les médecins ne savaient même pas ce qu'il avait. Mais cette femme, qui ne parlait même pas anglais, s'est montrée plus sage que quelqu'un avec un doctorat. Mon oncle m'a raconté cette histoire et il jure que c'est vrai. Il était le seul de la famille à qui c'était arrivé, donc personne d'autre ne pouvait confirmer ses dires. Je ne sais pas si j'y crois moi-même. En 1979, le Salvador a connu une guerre civile de 12 ans. Mon oncle était militaire. Il a été envoyé dans les bois avec 6 autres hommes pour traquer des milices qui étaient censées y avoir établi un campement. Après avoir marché des heures dans les bois, ils ont soudain senti le sol trembler, comme si quelque chose d'énorme s'approchait. Il a décrit la scène comme dans Jurassic Park. Ils ont cru que l'ennemi était à l'œuvre et se sont cachés. Il dit avoir été choqué en voyant un géant. Il a dit que ça marchait au loin. Je lui ai demandé si c'était peut-être un être humain vraiment très grand, et il a répondu que non. Il a dit que des arbres lui cachaient un peu la vue, mais qu'il pouvait distinguer que c'était comme un très grand humain. Il a dit avoir essayé de bien le voir, mais qu'il était terrifié et qu'il n'avait pas voulu sortir de sa cachette quand il a compris ce que c'était. Il a dit que les géants étaient simplement passés devant eux sans s'arrêter. Ils étaient tous terrifiés et sont restés là un moment, de peur d'en croiser un autre. Mon oncle a dit que tout le monde les prenait pour des imbéciles d'avoir suggéré une chose pareille. Il raconta qu'ils étaient rentrés à la base aussi vite et discrètement que possible. À leur retour, ils racontèrent leur histoire à tout le monde, mais personne ne les crut. Ils étaient amis avec les pilotes, qui eux ne les crurent pas. Ils survolaient la jungle constamment et auraient forcément vu une créature pareille, surtout si elle était aussi grande que les arbres, comme ils le prétendaient. Il ajouta que chacun d'eux avait décrit ce qu'il avait vu. L'un d'eux affirma qu'elle semblait chauve. Un autre dit qu'il pensait qu'elle portait une sorte de pagne. Mon oncle a insisté sur le fait qu'il n'avait pas bien vu. Tout ce qu'il savait, c'est que le sol tremblait comme si une créature gigantesque s'approchait. Il a aperçu au loin ce qui ressemblait à un humain géant. Il s'est baissé, s'est caché et a attendu que la chose disparaisse. J'ai commencé à lui poser des questions comme « Si c'était vrai, il ne pense pas qu'on aurait trouvé un corps ou des ossements d'une créature aussi énorme, surtout que le Salvador est un pays minuscule comparé au reste du monde ?» Il a répondu quelque chose comme « Je n'en sais rien, je sais juste ce que j'ai vu ce jour-là. » Personnellement, je ne sais pas trop quoi en penser. Ça me paraît un peu tiré par les cheveux. Ma mère dit que c'était peut-être une sorte d'esprit qui avait pris l'apparence d'un géant pour les effrayer. Pendant la guerre de sécession, elle affirme qu'il se passait beaucoup plus de choses paranormales à cause de tous les morts. Beaucoup d'innocents étaient tués.
Ma grand-mère disait que si on regardait par la fenêtre, on voyait des cadavres dans la rue. Ça n'expliquerait pas les secousses du sol par contre. J'étais seul chez moi vers 23 heures. J'étais assis sur le canapé, je regardais la télé et je rechargeais mon téléphone. Mon salon et ma salle à manger ne forment qu'une seule pièce et un long couloir mène à ma chambre au fond. J'ai décidé d'aller me coucher, j'ai éteint la télé et j'ai traversé le couloir en laissant la lumière allumée. Il y a 2 interrupteurs pour la lumière du couloir, un au début et un au bout. Arrivé au bout, j'ai éteint la lumière, fermé la porte de ma chambre. Je me suis préparé pour aller au lit et j'allais me coucher quand je me suis rendu compte que j'avais laissé mon chargeur de téléphone dans le salon. Je suis donc retourné le chercher. J'ai traversé le couloir dans le noir assez rapidement car je savais exactement où se trouvait le chargeur et je connais très bien ma maison. Puis à peu près à mi-chemin du couloir, j'ai soudain eu l'impression d'avoir traversé une immense toile d'araignée. J'ai vraiment senti quelque chose me toucher et me frôler. Ce n'était pas juste une démangeaison ou une sensation bizarre. La comparaison la plus proche que je puisse faire, c'est celle qu'on fait quand on marche dans une toile d'araignée dehors, comme à la campagne, sous les arbres. Sauf que normalement, la toile colle à la peau et on la voit après. Cette fois, j'ai immédiatement eu la chair de poule et un frisson m'a parcouru tout le corps. J'ai aussitôt allumé la lumière du couloir et me suis mise à chercher la toile d'araignée. Je sais que ça paraît bizarre, puisque j'avais traversé exactement le même couloir dans l'autre sens, une trentaine de secondes plus tôt, mais dans ces instants-là, on ne réfléchit pas vraiment de façon logique. Il n'y avait absolument rien. J'ai pris mon chargeur, je suis retourné dans ma chambre et je me suis endormi. Je n'ai plus rien ressenti ensuite. J'ai parcouru ce couloir dans le noir d'innombrables fois et je n'ai jamais rien vécu de pareil, ni avant ni après. Je sais ce que j'ai ressenti et j'ai vraiment eu l'impression que mon corps avait traversé quelque chose. Mon père est pasteur et j'ai grandi dans un presbytère hanté, la maison que l'église met à disposition des pasteurs et de leurs familles. C'était un vrai chaos, des objets se déplaçaient, les portes s'ouvraient et se fermaient toutes seules. Les lumières s'allumaient et s'éteignaient, l'interrupteur lui-même bougeait tout seul. Des choses tombaient des étagères, il y avait des grognements, des apparitions, les lits tremblaient, etc. Au début, les phénomènes se limitaient à la chambre de mon frère, mais après que mon père a béni la maison, la chose s'est mise en colère et les phénomènes se sont propagés à toute la maison. L'expérience la plus terrifiante qui me soit arrivée remonte à mes 15 ans. J'étais au sous-sol, assise par terre, face à la salle de bain, en train de regarder un film. La porte était entrouverte et laissait entrevoir l'obscurité. Je consultais mon téléphone quand soudain, j'ai eu l'impression d'être observée et j'ai levé les yeux. Dans l'entrebâillement, j'ai aperçu une silhouette humanoïde. C'était une chose grande, à la peau brun cendrée, avec d'immenses yeux jaunes. On aurait dit un squelette recouvert d'une peau de cuir tendue sur les os, sans aucun muscle. J'ai vu sa main agrippée à la porte et elle m'a fixé pendant au moins 15 à 30 secondes avant que je cligne des yeux et qu'elle disparaisse. Je me suis immédiatement levée, j'ai couru dans la salle de bain et j'ai claqué la porte. Je me suis persuadée que j'avais des hallucinations et je n'en ai parlé à personne sauf à mon frère. 5 ans plus tard, nous avons emménagé dans une autre maison non hantée cette fois. Je sculptais un visage en pâte polymère dans le salon avec mon frère et mon père. J'ai remarqué que ma création ressemblait étrangement à la silhouette que j'avais vue. Alors j'ai dit à mon frère « Et on dirait la chose de la salle de bain ». Et mon frère a répondu « Oh mon Dieu, c'est dégoûtant. Papa, regarde ». Immédiatement, mon père a hurlé « Jetez cette saleté tout de suite ». Mon père est d'un naturel calme, alors c'était inhabituel. D'habitude, il dit juste « C'est super, tu es tellement créatif ». Alors, on lui a demandé ce qui se passait. Il nous a dit « J'ai vu cette chose dans l'ancienne maison ». Il a ensuite raconté que lorsqu'on habitait dans l'ancienne maison, il s'était réveillé une nuit et avait vu ma mère se diriger de son côté du lit vers la salle de bain. Il s'était dit bof, c'est normal, jusqu'à ce qu'il remarque qu'elle portait un peignoir. Ma mère n'en avait pas. Instinctivement, il avait posé la main de son côté du lit. Elle était couchée à côté de lui. La personne qu'il avait vue s'était retournée et s'était transformée en la silhouette squelettique que j'avais aperçue. Son visage était à quelques centimètres de celui de mon père. Il avait fermé les yeux, terrifié, et quand il les avait rouverts, elle avait disparu. Donc nous avions vu la même silhouette dans la même maison, et nous ne l'avons su que des années plus tard.
Papa a toujours cherché à expliquer ce qui se passait dans la maison en nous disant qu'on s'inventait des histoires, que les trains qui passaient devant chez nous renversaient des objets ou ouvraient les portes. La voie ferrée était à environ 1,5 km. Jusqu'à ce qu'il voie cette chose. Là, il a compris qu'on n'inventait rien. J'avais envie de raconter cette expérience depuis longtemps, mais honnêtement, elle m'a tellement effrayée que je pense que mon cerveau l'a refoulée. Ça s'est passé dans une zone rurale du sud de la Floride, sur la côte Est, en 2022. Je vivais alors chez un parent. Sa maison était ancienne, construite vers 1930. Elle était confortable et accueillante, même si elle avait quelques problèmes de plomberie. Pour être honnête, j'ai toujours été fasciné par le paranormal, les cryptides et les ovnis. J'ai vécu un nombre incalculable de rencontres étranges lors de mes expéditions de chasse aux fantômes amateurs. Je suis une vraie baroudeuse, il est plutôt difficile de m'effrayer. J'étais toujours la sceptique du groupe lors de ces chasses aux fantômes entre ados. À l'époque, je venais d'adopter un chiot. Je l'ai eu quand il était tout petit, probablement âgé de 6 à 8 mois. J'ai bien sûr commencé l'apprentissage de la propreté immédiatement. Ainsi, dès qu'il voulait sortir, de jour comme de nuit, je le mettais en laisse et l'emmenais dehors. Mon oncle avait un grand jardin devant et derrière la maison, entièrement clôturé, mais mon petit bonhomme était petit et malicieux, et trouvait toujours un moyen de se faufiler à travers le grillage. Du coup, je le sortais toujours en laisse. Il m'a réveillé vers 1h du matin pour aller faire ses besoins. Alors nous sommes sortis. Je l'ai emmené dans le jardin devant la maison, car il y avait plus de lumière. 2 semaines auparavant, j'avais mis le pied dans un terrier de tatou au fond du jardin, plongé dans l'obscurité, et je ne voulais pas revivre cette mésaventure. La maison était située sur un chemin de terre, mais il y avait encore des lampadaires. C'étaient ces lampadaires orange à la lumière tamisée qui éclairaient la route, mais guère plus. J'ai utilisé la lampe torche de mon téléphone pour y voir plus clair. Le chemin était recouvert d'une terre argileuse blanche. De l'autre côté, il y avait un canal profond, puis des pâturages. Mon chiot aimait aboyer après les vaches, mais elles avaient été déplacées dans un autre pâturage, si bien que celui en face de chez nous était maintenant vide. Mon chiot reniflait partout quand j'ai eu l'impression d'être observé. Je n'ai pas réagi tout de suite. Il y a beaucoup d'animaux sauvages dans le coin, alors j'ai supposé qu'on m'observait. C'était probablement une chouette, un lynx ou un chien errant qui rôdait. Il y avait aussi des voisins de chaque côté. Peut-être que quelqu'un était sorti fumer une cigarette. Mon chiot a cessé de renifler, s'est laissé tomber sur son arrière-train, a levé les yeux vers moi et s'est mis à gémir. J'ai alors eu un mauvais pressentiment. J'ai eu la nausée. Du coin de l'œil, debout sur la route, j'ai aperçu une silhouette. Je vais utiliser le pronom « elle », mais honnêtement, je serais bien incapable de dire si c'était une femme ou une fille. Elle était plutôt petite, peut-être entre 1,50 m à 1,65 m. Ses membres semblaient très longs et poilus. Ils paraissaient recouverts d'une fourrure dense, sombre et rêche. Je n'ai pas osé la regarder directement, je n'y arrivais pas. Mon regard a commencé à se poser sur elle, mais le temps semblait s'être figé. Avant même que je puisse la regarder vraiment, la voix intérieure la plus forte que j'ai jamais entendue m'a hurlé. « Ne la regarde pas, rentre tout de suite. » C'est ce que j'ai fait. J'ai pris mon chiot dans mes bras, qui gémissait encore, et je suis rentré. Je n'ai pas couru. Je ne sais pas pourquoi, peut-être parce qu'on m'a appris à ne jamais fuir face à un gros prédateur, et c'est exactement ce que je ressentais. J'ai simplement pris mon chien, je l'ai ignoré et je suis rentré. J'ai allumé toutes les lumières de ma chambre et je me suis caché sous les couvertures avec mon chiot. Il gémissait et tremblait encore. J'ai déjà vécu des expériences assez marquantes. Le bureau où je travaillais était soi-disant hanté. J'ai entendu des voix dans la pièce d'à côté alors que j'étais seule, etc. Mais je n'ai jamais ressenti cette angoisse, ni entendu cette voix me dire de ne pas regarder. Franchement, j'avais trop peur d'en parler ou que l'on critique mon expérience. J'étais peut-être fatiguée, mon cerveau comblait peut-être les lacunes, mais ça n'explique pas la réaction de mon chien. Je ne l'ai jamais vu réagir comme ça. Vers l'automne-hiver 2023, je crois avoir vécu une rencontre démoniaque. Je ne sais pas si c'était un djinn, un démon, mais voici mon histoire. Je traversais une période très difficile, de février 2023 à mars 2024. Je suis sobre depuis. Je ne suis pas là pour donner des excuses, mais j'étais accro aux médicaments à cette époque.
Je le précise parce que je pense que ça m'a rendu vulnérable aux esprits maléfiques, aux énergies sombres ou à tout ce qui peut s'infiltrer dans la vie d'une personne brisée. Je ne me souviens pas de la date exacte, je ne suivais plus rien dans ma vie, mais je me souviens de cette nuit, je l'ai revécue dans ma tête des centaines de fois. J'avais 20 ans, je travaillais dans un casino dans le sud du Missouri. Il faisait froid, donc ça devait être l'hiver 2023. Je le sais parce que je portais ma veste North Face que mon père m'avait donnée quand j'avais 12 ans. Elle était trop grande à l'époque, il m'avait dit que je finirais par grandir dedans. Il a fallu 8 ans, mais je pouvais enfin la porter sans avoir l'air ridicule. La journée avait été normale, enfin je suppose, vu que j'avais probablement dormi la plupart du temps. Ce soir-là, je travaillais comme serveur pour les banquets. J'étais un excellent employé. Je n'étais pas là depuis longtemps, mais j'apprenais vite et j'aimais plutôt ça. La soirée a commencé normalement. Mon coloc m'a déposé. Je ne dirais pas grand-chose sur lui, c'était un bon gars, juste un fêtard qui aimait dormir. Je suis entré, j'ai pointé, j'ai pris mon Starbucks dans la salle de pause, routine habituelle. Ensuite, direction la salle de banquet où les serveurs et les barman finissaient de préparer les tables. Le manager m'a donné les instructions, buffet à mettre en place, plateau à transporter, etc. Je ne me souviens plus du concert ou du spectacle, mais je me rappelle la salle sombre, les tables rondes pleines, la scène illuminée par moments. Et puis vient ma partie préférée, aller aux toilettes pour sniffer une ligne avant que la soirée commence. Le manager avait aussi engagé du personnel temporaire via une agence. Je ne me souviens pas du nom, mais je n'ai jamais vu 2 fois les mêmes personnes. Ça allait de la mère célibataire en galère au type bizarre vivant avec son chat dans un appartement délabré. Elle m'a dit qu'on aurait un renfort ce soir-là. Je ne sais plus s'il y en avait 1 ou 2, mais je me souviens qu'il y en avait au moins un. C'est là que tout commence. Je suis allé aux toilettes les plus proches pour ne pas perdre de temps. Toilettes classiques, 2 cabines, 3 urinoirs, 2 grands miroirs, quelques lavabos, des sèche-mains. Je suis entré et j'ai remarqué une paire de jambes dans la première cabine. Je suis allé dans la seconde, je me suis assis, j'ai posé mon téléphone sur mes genoux, j'ai sorti ma pilule de la poche de ma veste. Et là, le silence s'est brisé. Un bourdonnement bizarre. Ça s'est passé vite, mais je me souviens. Un sac en cuir marron posé à ses pieds. Le bourdonnement est devenu un chant grave, puis il s'est mis à parler dans une langue bizarre. Je me suis senti un peu étourdi, j'ai écouté et j'ai commencé à distinguer un mot répété dans ce charabia. Démon. Encore et encore. Confus, je frappe doucement à la paroi. Tout va bien ? Il répond. Ouais, je chante juste une chanson. Je ne sais plus si j'ai dit quelque chose ensuite, les souvenirs deviennent flous. Je me suis levé, j'ai quitté les toilettes et je suis allé dans une autre salle de bain, plus loin, une cabine unique, pour oublier ce qui venait d'arriver et me remettre dans ma routine. Je suis retourné dans la salle arrière, j'ai rempli des verres, aidé un peu, puis direction la cuisine pour aider à sortir les plats. Et là, je l'ai vu. Le chef m'a dit qu'un serveur cherchait des instructions. Il m'a montré un homme, taille moyenne, corpulence moyenne, la trentaine, chauve, petite barbiche sombre. Mais ses yeux, je n'ai jamais vu des yeux comme ça, noirs, entièrement, sans blanc, sans iris, sans rien, un vide. Il se tenait là, main derrière le dos, avec un petit sourire gentil. Le chef m'a dit de lui montrer le travail. Mon âme hurlait, mais j'étais défoncé, robotique, en mode automatique. Je l'ai emmené dans la salle arrière, j'ai essayé de lui parler, mais je ne me souviens de rien. Il ne répondait pas, ou je ne m'en souviens pas. Je me sentais mal à l'aise près de lui. Je lui ai donné la tâche la plus simple, remplir les verres d'eau. Je suis resté dans la salle arrière à faire la vaisselle, empiler les verres, polir les couverts. Lui, il irait dans la salle sombre. L'ambiance est devenue horrible, comme dans un film où tout commence à mal tourner. Des assiettes tombaient, les employés paniquaient, les erreurs s'enchaînaient. Même le manager et l'assistante, des pros jamais stressés, étaient perturbés. L'énergie était mauvaise, très mauvaise. L'assistante et moi avons parlé du gars. Elle avait remarqué les mêmes choses. Elle était sensible au spirituel, comme moi. Je ne l'ai plus revue de la soirée. Quand le spectacle s'est terminé, j'ai pu partir plus tôt. Je n'en avais plus la force. Mon coloc m'a récupéré, on a parlé un peu, mais on voulait juste rentrer dormir. Le lendemain matin, je suis retourné travailler au petit restaurant du casino. L'assistante m'a vu entrer et m'a arrêté net. Elle m'a dit que le gars était resté dans les toilettes jusqu'à 2 heures du matin. Impossible, aucun serveur ne devait être là à cette heure. Ils ont essayé de le faire sortir, il ne répondait pas, il restait assis dans la cabine. La sécurité a dû intervenir, et je ne suis pas 100% sûre, mais je me souviens qu'elle m'a dit « Le garde a trouvé des petits bouts d'os étalés sur son sac et des livres posés à côté. Ils l'ont escorté dehors, il est parti dans la nuit comme ça. » J'ai continué à travailler là jusqu'à mon retour chez moi pour me soigner. Cette expérience m'a marquée.
J'ai grandi dans la région des témoins de Jéhovah et on nous enseignait que tout phénomène paranormal était le fruit d'une activité démoniaque ou donc d'entité démoniaque. Même si je ne fais plus partie de cette étrange religion, une peur du paranormal subsiste, alimentant une curiosité insatiable pour le surnaturel. Après avoir rejeté les croyances des témoins de Jéhovah, je suis devenu un athée convaincu, persuadé que seule la réalité physique existe et que rien d'autre n'est prouvé au-delà de la simple spéculation. Je suppose que tous les phénomènes paranormaux étaient une sorte de psychose collective touchant des millions, voire des milliards de personnes, une dépendance excessive à l'imagination et à ses créations. C'était facile à croire, car jusqu'alors je n'avais jamais été confronté directement à l'inexplicable. Ma toute première expérience s'est produite il y a quelques années. J'avais alors 13 ou 14 ans. Je me souviens très bien de m'être réveillé tôt le matin et d'avoir regardé une sitcom en dévorant mon macaroni au fromage quotidien. Après une trentaine ou une quarantaine de minutes, j'ai entendu un étrange bruissement dans un coin de la pièce, près d'une porte. La porte elle-même a légèrement tremblé, peut-être à cause de la climatisation et rien de plus. Puis la poignée a lentement tourné sous mes yeux et j'ai vu la porte s'ouvrir en l'espace de 10 secondes. Je suis resté figé sur ma chaise, incapable de bouger, pendant une dizaine de minutes. Pendant des années, j'ai attribué cet incident à mon imagination, une hallucination peut-être, ou même un rêve prolongé où mon esprit avait recréé toute ma routine matinale. Sans vouloir minimiser l'événement, il m'a paru réel. Je n'ai jamais eu d'hallucination de ma vie, alors ça me semble maintenant peu probable. J'ai rencontré l'amour. Pendant longtemps, j'ai cru que je ne trouverais jamais l'âme sœur. Après avoir invité 5 filles à sortir durant mes 2 premiers semestres à la fac, j'étais sur le point d'abandonner. Mais j'ai décidé de tenter une dernière fois ma chance et j'ai invité une fille de mon cours de dessin. Elle semblait être une personne formidable, timide mais aussi drôle et très facile à aborder. Bref, nous sommes maintenant en couple et nous prévoyons de nous marier après nos études. Quoi qu'il en soit, j'ai fini par découvrir qu'elle a parfois le don de voir des fantômes. Elle les décrit de différentes manières, tantôt des orbes, tantôt des apparitions complètes, parfois un démon, et même une créature humanoïde rampant vers elle à 4 pattes. Si j'étais témoin de telles choses, je serais interné et incapable de les supporter. Il y a environ un mois, je logeais chez son père, où elle passait aussi l'été. On restait toujours éveillé tard à regarder un film, à jouer à des jeux ou simplement à discuter. Le 5e soir, elle a mentionné qu'elle possédait une planche Ouija vintage, ce qui a piqué ma curiosité. Je lui ai demandé si elle voulait l'essayer et elle a dit oui, mais sans vouloir la toucher. Elle pense que si elle s'implique trop dans la communication avec l'au-delà, elle risque d'être possédée par des entités maléfiques. Heureusement ou malheureusement, elle m'a dit que je pouvais l'utiliser même si elle ne le voulait pas. J'ai commencé par poser mes 2 mains sur la planchette et j'ai posé une question simple. Y a-t-il des esprits parmi nous ? J'ai ressenti un léger picotement dans le bras et j'ai senti qu'il était doucement attiré vers le oui, inscrit sur la planche. J'ai commencé à paniquer un peu et une fois guidé vers le oui, j'ai dit au revoir et j'ai refusé de la toucher à nouveau. Le lendemain soir, nous étions assis sur le canapé, nous embrassant tendrement, quand dans le couloir attenant au salon, nous avons entendu une voix d'homme prononcer calmement mais fermement le mot non. Elle a alors retiré ses lèvres des miennes, elle s'est redressée et m'a demandé si j'avais entendu ce qu'elle avait entendu. Et bien sûr, je lui ai confirmé que oui. Je l'ai imitée, me suis redressée à mon tour et j'ai essayé de la calmer en lui caressant la joue, en lui disant que je la protégerais, même de ce que j'ignorais et que je redoutais terriblement. Puis à peine une minute après avoir entendu la voix, quelque chose ou une partie de quelque chose s'est écrasé contre le canapé sur lequel nous étions assis. Elle a sauté de l'autre côté avant même que je comprenne ce qui s'était passé. Elle s'est figée, les yeux grands ouverts, comme si quelque chose derrière moi continuait de nous observer depuis l'ombre. Il y a plusieurs choses qui me font penser que je pourrais avoir un colocataire que je ne peux pas voir. Tout a commencé il y a 2 ans. Nous avons emménagé dans une nouvelle maison. Au début, tout était normal, rien de suspect. Une nuit, j'étais réveillée, simplement en train d'utiliser mon téléphone. Il devait être environ 2 heures du matin. La porte de ma chambre était fermée, pas verrouillée mais clairement fermée. Soudain, elle s'est ouverte toute seule en grinçant. J'ai sursauté, mais j'ai supposé que je ne l'avais pas bien fermée. J'ai ignoré, mais ça a continué plusieurs fois, au début seulement la nuit, puis aussi le matin. J'ai commencé à vérifier ma porte à chaque fois que je la fermais.
Je tirai sur le verrou pour être sûr qu'elle était bien fermée, qu'elle ne pouvait pas s'ouvrir avec le vent ou autre chose. Mais ça continuait. Alors j'ai choisi d'ignorer, jusqu'à ce que des choses plus étranges arrivent. Quand j'étais seule à la maison, j'entendais des bruits, comme si quelqu'un essayait d'ouvrir la porte d'entrée. Je regardais par le judas, mais il n'y avait personne. Je restais même un moment devant la porte, et j'entendais toujours quelqu'un essayer d'ouvrir le verrou, alors que je voyais clairement qu'il n'y avait personne dehors. J'étais tellement effrayée que je me verrouillais dans ma chambre chaque fois que j'étais seule à la maison. J'aurais pu croire que mon esprit me jouait des tours si j'avais été le seul à entendre ça, mais ma meilleure amie l'a entendu aussi. J'étais au téléphone avec elle, en train de marcher dans la maison, quand le bruit est revenu du côté de la serrure de la porte d'entrée. J'ai vérifié encore une fois, personne. Alors comme d'habitude, je me suis enfermée dans ma chambre. Un autre jour, j'étais encore au téléphone avec elle, et cette fois, je n'ai pas seulement entendu la serrure, j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir, puis des bruits de pas. J'ai paniqué, j'ai fait le tour de la maison, mais il n'y avait personne. Ma meilleure amie a entendu tout ça aussi. J'ai dit à mes parents que des choses étranges se produisaient, mais ils ne m'ont pas cru. Ils ont dit que j'avais dû imaginer, alors j'ai arrêté de leur en parler. Un jour, la porte de ma chambre s'est ouverte pendant que je me changeais. J'ai été agacée et j'ai crié. « Qui que tu sois, n'ouvre jamais la porte quand je me change. Laisse-moi tranquille, s'il te plaît. » Les activités se sont arrêtées pendant un moment. La porte ne s'ouvrait plus au mauvais moment. Puis ma montre a disparu un jour. Je me souvenais parfaitement de l'endroit où je l'avais posée, mais impossible de la retrouver. J'ai cherché partout, puis j'ai commencé à me demander si ces activités étranges étaient liées. Alors j'ai encore crié. « Qui que ce soit, rends-moi ma montre. » Le soir même, je l'ai retrouvée sous mon lit. J'avais déjà cherché là, et elle était dans un endroit où elle ne pouvait pas simplement tomber. Il aurait fallu que quelqu'un la mette là intentionnellement. Une fois, j'étais vraiment inquiet, très stressé. Soudain, j'ai entendu des coups venant du plafond. Les coups se produisaient pendant que je pleurais. Quand j'arrêtais de pleurer, les coups s'arrêtaient aussi. Ce n'était pas la seule fois où quelque chose a essayé de me réconforter. J'ai récemment vécu une rupture compliquée. Pendant des mois, je n'ai fait que pleurer. Un jour, pendant une crise terrible, j'ai soudain senti comme quelque chose qui me frottait le dos, et j'ai immédiatement arrêté de pleurer. C'était comme si toute la tristesse quittait mon corps pendant un moment. Même en rêve, j'ai senti quelque chose venir me tapoter le dos. Donc je crois qu'il y a quelque chose d'autre que moi dans cette chambre, parce que rien ne se produit ailleurs dans la maison, à part la porte d'entrée qui s'ouvre. Quoi que ce soit, je pense que c'est amical. Ça joue avec moi, et ça m'écoute, et ça ne dépasse jamais les limites. Ma maison est relativement neuve et personne n'y a habité avant ma famille. Malgré ça, des choses étranges s'y sont produites, dont plusieurs membres de ma famille ont été témoins. Tout a commencé avec mon père. La nuit, il entendait des bruits, comme si quelqu'un avait laissé tomber quelque chose, mais chaque matin, tout était à sa place. Plus tard, j'ai commencé à entendre des bruits moi aussi, mais les miens ressemblaient à quelqu'un qui marchait sur le toit au-dessus de ma chambre. Comme je vis au Mexique, j'ai d'abord pensé qu'il y avait eu un cambriolage, mais ce n'était pas le cas. Curieusement, je n'ai jamais entendu les mêmes bruits que mon père, et nos caméras de sécurité les ont captés. Elles ont aussi enregistré ce qui ressemblait à des orbes, mais rien d'autre d'inhabituel n'est apparu sur les images. Nous entendions également des sifflements ou des bruits de pas dans les couloirs. Au bout d'un moment, le calme est revenu. Contrairement au reste de ma famille, je ne suis pas particulièrement sensible à ce genre de choses. Eux si, et ils ont leur propre histoire à raconter. Un après-midi, mon copain et moi avons remarqué qu'une des portes bougeait. J'ai supposé que mon père était entré dans cette pièce, mais quand je lui ai demandé, il m'a dit que non. Il était à l'étage avec ma mère tandis que nous étions seuls en bas. Mon copain a tout de suite pensé qu'il y avait eu un cambrioleur. Quand nous avons expliqué la situation à mon père, il est descendu, a fermé la porte de cette pièce et est remonté. Il a l'habitude de ce genre de choses, moi aussi plus ou moins, mais mon copain certainement pas. Une autre fois, j'ai remarqué que la même porte était ouverte alors que j'étais seule à la maison. En consultant les caméras de sécurité, j'ai vu mes parents quitter la maison pendant que j'étais dans ma chambre. Entre leur départ et le moment où je suis descendue, la porte s'est ouverte toute seule. Toute la scène a été enregistrée par les caméras. L'expérience la plus étrange s'est produite un autre jour alors que mon copain et moi étions seuls à la maison. Il insistait sur le fait que quelqu'un d'autre était à l'intérieur, mais je lui ai dit que c'était impossible puisque nous étions seulement tous les deux.
Puis nous avons vu la même porte s'ouvrir à nouveau. Cette fois, nous nous sommes approchés. Juste devant nous, la porte s'est mise à bouger. Mon copain a immédiatement cherché à écarter les explications logiques, comme un courant d'air ou quelque chose du genre. Il insistait toujours sur le fait que quelqu'un devait être à l'intérieur, mais il a ajouté « Je peux comprendre qu'un courant d'air ouvre la porte, mais pas qu'il la ferme. » Nous sommes restés là, à regarder la porte s'ouvrir et se refermer lentement encore et encore. On aurait dit que quelqu'un essayait de la fermer sans forcer, puis tout à coup, elle a claqué. Notre caméra de sécurité a également filmé un sac rempli d'épis de maïs qui s'est renversé tout seul pendant la nuit, sans rien autour qui puisse expliquer pourquoi. Dans une autre pièce de la maison, presque jamais utilisée, nous avons trouvé des traces dans la poussière, comme si quelqu'un avait passé ses doigts dessus. Certains objets ont également été trouvés légèrement déplacés. Sur une vitre, on pouvait voir des empreintes de doigts, et sur une autre, ce qui ressemblait à l'empreinte d'une main entière. Il y a eu tellement de choses étranges que je n'arrive pas à trouver d'explication satisfaisante. Je ne sais pas ce que ça pourrait être. Je ne sais pas si je devrais m'inquiéter ou s'il y a quelque chose que je devrais faire. Depuis mon enfance, je vis des phénomènes paranormaux. J'ai vu des personnes décédées, notamment l'ancien propriétaire de la maison de mes grands-parents, et bien d'autres choses encore que je ne parviens pas à expliquer. Mais c'est une expérience que je n'oublierai jamais. Mon beau-père a lutté contre le cancer pendant longtemps, alors nous savions tous que sa fin était proche. Il adorait plaisanter et croyait dur comme fer au paranormal. Il disait toujours « Quand je mourrai, je vous hanterai, mais seulement pendant 6 mois, après je passerai à autre chose. » Et honnêtement, il a tenu sa promesse. Pendant des mois après son décès, des choses étranges continuaient de se produire dans la maison. Les piles se déchargeaient sans raison apparente pendant la nuit, les lumières clignotaient ou s'éteignaient subitement. On entendait frapper alors qu'il n'y avait personne, et les portes se fermaient toutes seules. De temps en temps, j'apercevais même une ombre du coin de l'œil. Pourtant, ça ne m'a jamais fait peur. J'avais toujours l'impression que c'était lui. Puis quelques mois après son décès, je me suis réveillée en pleine nuit à cause d'une porte qui grinçait. C'était étrange, car aucune des portes de la maison ne grince. Encore à moitié endormie, j'ai regardé vers la porte de ma chambre et j'ai vu une boule de lumière qui flottait là. Pour une raison inconnue, je n'ai pas eu peur du tout. Je l'ai juste regardée, je me suis retournée et je me suis rendormie. Peu après, je me suis réveillée. Cette fois, j'ai senti comme un battement d'ailes. J'ai ouvert les yeux et j'ai vu un petit oiseau voler dans ma chambre, une mésange charbonnière. Elle a volé droit vers moi et s'est posée juste à côté de mon lit. Je la voyais très clairement. Soudain, j'ai réalisé comment pouvait-il y avoir un oiseau dans ma chambre. Je me suis retournée vers la porte, pensant que l'orbe était peut-être de nouveau là, mais elle n'y était pas. Quand je me suis retournée, l'oiseau avait disparu lui aussi. Après cette nuit-là, tout s'est arrêté. Plus de lumière qui vacille, plus de coups à la porte, plus d'ombre. Nous aimons croire que c'était sa façon de nous dire un dernier adieu avant de partir. Je suis allé hier à Whaley House, à San Diego pour la première fois. C'était ma toute première visite de maison hantée et j'ai vraiment ressenti quelque chose. La visite était axée sur la famille Whaley et plus particulièrement sur Thomas Whaley, qui aurait construit la maison sur un ancien lieu d'exécution. La visite comprenait 4 pièces, la salle d'audience, l'épicerie, la salle à manger et le théâtre. Mes sensations ont commencé à l'épicerie. Durant cette partie de la visite, le guide s'est concentré sur Thomas Whaley, le fondateur et chef de famille. Comme je l'ai mentionné précédemment, c'était ma première visite à thème paranormal. Je ne savais donc pas à quoi m'attendre. Cela dit, j'ai ressenti une violente migraine dans l'épicerie. J'avais l'impression d'être complètement vidé de mon énergie. J'éprouvais aussi une sensation d'oppression, comme si quelqu'un ou quelque chose appuyait sur mon crâne. Tout ça m'a donné la nausée et m'a épuisé. En quittant l'épicerie, ces sensations ont commencé à s'atténuer. Cependant, une fois arrivé au cinéma, j'ai constaté le retour de ces sensations, plus légères, mais bien moins intenses qu'auparavant. Finalement, en sortant de la maison, je me suis senti mieux. Ce qui m'a vraiment surpris, c'est que j'étais trempé de sueur.
Peut-être parce que j'étais tellement à cran, je n'avais pas senti la chaleur car honnêtement, je n'avais même pas chaud. Le plus dingue, c'est que ma copine qui était restée à côté de moi tout ce temps n'avait pas transpiré une seule seconde. Ça m'a vraiment intriguée. Après cette visite, j'ai dit à ma copine que je devais retourner à la voiture. J'étais tellement épuisée que j'ai dû m'allonger. Ce qui m'a le plus frappé, c'est qu'avant la visite, j'étais plein d'énergie et d'enthousiasme et que tout ça m'avait quitté en l'espace d'1 heure. Le plus incroyable, c'est que plus tard dans la journée, nous avons fait la visite guidée, fantôme et pierre tombale, et dès que je me suis approché de la maison Willy, ce même mal de tête intense est revenu. J'ai recommencé à avoir des nausées et à me sentir épuisé. Je ne me suis même pas rendu compte que j'approchais de la maison Willy avant que ces sensations ne reviennent. J'avais la tête baissée, les yeux rivés sur le trottoir. Comme je suis maladroite, j'ai fait attention à ne pas tomber pour éviter un incident embarrassant pendant la visite. Mais dès que j'ai ressenti ces sensations, j'ai levé les yeux et j'ai vu la maison juste devant moi. Cette visite ne comprenait pas l'entrée dans la maison, mais nous nous en sommes approchés très près de l'extérieur. Et là, un autre phénomène étrange s'est produit. Je n'avais toujours pas particulièrement chaud, mais seul le côté de mon visage tourné vers la maison était trempé de sueur. Plus précisément, c'était le côté droit qui était exposé à la transpiration, tandis que le côté gauche restait humide, sans toutefois goûter. Dès que nous avons quitté les lieux, les nausées, la fatigue et le mal de tête ont progressivement disparu. C'était sans aucun doute la première expérience que je ne peux pas facilement expliquer. Je ne sais pas vraiment ce que je ressens, mais ça m'a assurément laissé une nouvelle forme de peur. J'ai éprouvé des sensations inédites qui semblaient se manifester uniquement à proximité de Whaley House. Il y a un peu plus d'1 an, mon mari et moi vivions dans une petite maison, le temps de réunir les fonds nécessaires pour acheter une maison. Au début, tout était parfait. C'était une maison très confortable et chaleureuse, et nous en étions ravis pour le moment. Quelques mois après notre emménagement, des choses étranges ont commencé à se produire, des objets déplacés, etc. C'était bizarre, mais on n'y a pas prêté attention, et on a plaisanté en disant que c'était juste notre gentil fantôme qui nous jouait des tours. Peu après, nous avons tous deux commencé à apercevoir des ombres du coin de l'œil, et chaque fois que nous nous retournions, il n'y avait rien. Un jour, nous nous sommes réveillés et tous les placards étaient vides. Je me suis énervée contre mon mari, car je pensais qu'il me faisait une blague, et puis les disputes ont commencé. On s'entendait parfaitement bien, et puis d'un coup, je lançais des disputes sans raison. Avec le recul, c'était vraiment des prétextes stupides pour se disputer. Ces disputes incessantes nous ont épuisés tous les deux, et on a même parlé de divorce, mais on a finalement décidé de nous préserver et de rester ensemble. Un soir, après une dispute, j'ai décidé de rester au salon, tandis que mon mari restait dans la chambre. Il était tard, la pièce était sombre, et la seule lumière provenait de la télévision. J'étais tranquillement assise quand soudain, j'ai eu l'impression que quelqu'un se tenait à côté de moi. J'ai cru que c'était mon mari, mais en me retournant, j'ai vu une grande silhouette noire qui me fixait. J'ai sursauté, et en un clin d'œil, elle avait disparu. J'ai couru vers mon mari, et je lui ai dit que j'avais vu quelque chose dans le salon. Il m'a immédiatement demandé si c'était une grande silhouette noire. Il m'a répondu que quelques semaines auparavant, il avait aperçu exactement la même ombre. Nous avons quitté notre maison en avril dernier, et heureusement, notre nouvelle maison n'a aucun fantôme. Mon mari et moi, nous nous disputons rarement maintenant. Nous avons encore des désaccords comme tous les couples, mais rien à voir avec avant. Honnêtement, je ne me souviens même plus de la dernière fois où nous nous sommes disputés. Je souffre régulièrement de paralysie du sommeil, et c'est la seule fois où je vois des choses dans notre nouvelle maison, et c'est assez normal pour moi. Je ne sais vraiment pas si la mauvaise énergie qui régnait dans cette petite maison a perturbé notre relation, mais je sais que le couple qui a emménagé après nous a fini par divorcer et ne se parle plus.